Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Il y a des parcours qui intriguent et d'autres qui fascinent. Mon invitée du jour est tombée amoureuse du Japon grâce au métal. Et depuis, elle n'a jamais quitté cet univers si riche, complexe et souvent mal compris. Sophie Thomas est une entrepreneure qui a osé casser l'image austère de l'apprentissage du japonais. C'est aussi la fondatrice de l'école en ligne coursdejaponais.com. Et elle enseigne aujourd'hui cette langue avec méthode, structure, mais surtout avec plaisir. Sa pédagogie vivante, incarnée, fun, donne envie d'apprendre, d'oser se tromper et de continuer. Dans cet épisode de podcast, elle va nous partager comment elle est passée d'apprenante passionnée à créatrice de sa propre école en ligne, comment elle a construit sa méthode pas à pas et surtout comment elle fait rimer exigence avec légèreté et discipline avec liberté. Sophie Thomas, bienvenue dans le jeu du web. Konnichiwa, bonjour Ornella. Bon, j'espère que ma petite intro pour te présenter t'a plu. Incroyable, elle était parfaite. Bon, eh ben c'est cool. Avant qu'on rentre dans le cœur de l'interview, j'ai un petit jeu pour toi, Sophie. Je vais te poser 3 questions un peu décalées autour du Japon. Ça peut concerner la culture, la langue ou des coutumes un peu surprenantes. Et toi, tu vas me donner ta réponse. Ensuite, tu nous expliques rapidement ce que ça révèle selon toi de la culture japonaise ou de la manière d'apprendre cette langue. C'est parti? Ok, je suis très intriguée, allons-y. Ok. Alors, vrai ou faux, au Japon, on peut louer un ami ou un membre de la famille pour quelques heures. Oui, c'est vrai, on peut louer notamment des petits amis, petites amies, oui. Ok. Et c'est une pratique courante au Japon, du coup? Est-ce que c'est courant? C'est pas tout le monde qui le fait, mais clairement ça répond à un besoin. Ce que ça apprend, ce que ça nous apprend sur le Japon, hein, c'est qu'il y a de la solitude. La solitude est vraiment présente et prenante, j'ai envie de dire. Ok. Et ouais, ça révèle un besoin justement de passer par de la location d'humains pour avoir des échanges. Alors évidemment, c'est pas tous les Japonais qui font ça, mais c'est une réalité. Ouais. C'est assez incroyable quand même. Ok. Parmi ces 3 mots, lequel veut dire idiot? Alors, j'ai sushi. Je ne sais pas si je vais bien prononcer un tout, mais voilà. Sushi, baka, neko. Baka. Oui, Ok. baka. Ok. Donc ça veut dire idiot. Oui, et je pense que il y a beaucoup de passionnés du Japon qui connaissent ces 3 mots, notamment baka qu'on entend beaucoup beaucoup dans les animés. Ok, ça roule. Merci, Sophie. Et dans le métro japonais, qu'est-ce qu'un wagon rose? Est-ce que tu sais? Ah, ouais. Est-ce qu'on parle du wagon réservé aux femmes, C'est ça. notamment pendant certaines heures, surtout les heures de pointe. Ok. Donc là, ce que ça nous apprend sur la société japonaise, hein, c'est que effectivement, même si le Japon est un pays extrêmement safe, extrêmement sécurisé, peut-être l'un des plus sécurisés au monde, Ok. clairement, on a des problèmes en termes de droits des femmes, notamment, et de respect des femmes. Et ces wagons sont là pour justement éviter, on va dire, les frotteurs, hein, on peut dire ça en français, les frotteurs et les personnes un petit peu dérangeantes, on va dire. Yes. Ok, bah c'est exactement ce que j'avais vu. Est-ce que on s'en fait une 4e et dernière? Allez, on peut tester. Allez, super. Est-ce que tu sais, enfin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on ne doit surtout pas faire avec ces baguettes à table au Japon? Il y a plein de règles. Alors, les Ah. plus évidentes, c'est ne pas planter ses baguettes dans le riz puisque c'est un rite funéraire. Mm. Ne pas passer de nourriture de baguette en baguette puisque c'est également un rite funéraire. Ne pas les lécher, ne pas pointer du doigt, enfin des baguettes, les gens. Voilà, il y a plein de Ok. choses qu'il faut pas faire. Ok, bah en tout cas, c'est bon à savoir. Moi, j'avais noté qu'effectivement, c'est un geste associé au rite funéraire japonais. Donc Ouais. voilà, a priori, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire avec les baguettes. Bon, on voit que tu es incollable sur le Japon, à mon avis. C'est cool. Merci en tout cas de t'être prêté à ce jeu. Mais Maintenant qu'on est bien installé dans ton univers, je te propose qu'on remonte un petit peu le fil. On va voir comment tout a commencé pour toi. Avant, ben, pour cette introduction, j'ai une question. C'est s'il y avait un personnage de manga qui représente le mieux à ta façon d'enseigner, lequel ce serait? ouais, et ben ça c'est une très bonne question que je m'étais jamais posée, donc merci de me faire réfléchir à ça. Moi, celui qui me vient en tête parce que j'aime beaucoup son parcours et j'aime beaucoup ce qu'il représente vis-à-vis de ses élèves, c'est All Might de My Hero Academia. Donc All Might, de base, c'est le super-héros qui a un parcours incroyable, sauf qu'en fait, quand tu creuses son histoire, tu te rends compte que de base, il n'avait aucun talent particulier. C'était
un humain random et il a appris justement à se former à être super-héros. Il a rencontré les bonnes personnes aussi pour se former et il a appris à maîtriser son pouvoir. Et ensuite, il est devenu mentor, professeur et il transmet justement ce qui a fonctionné pour lui de la manière la plus efficace pour ses élèves. Et donc moi, j'aime beaucoup cette posture de mentor, je suis passé par là, je connais les difficultés auxquelles vous allez être confrontés et je vous aide à atteindre ce résultat-là, voire même à être meilleur que moi. Alors clairement, c'est plus facile d'apprendre le japonais que de devenir super-héros. C'est possible, en tout cas pour nous, humains lambda, apprendre le japonais, c'est clairement atteignable. Eh ben, c'est chouette, merci pour cette réponse. Du coup, ça t'a fait creuser de ce côté-là. Peut-être qu'on va le retrouver dans tes formations, ce personnage, Ah, ce serait ou pas? génial. Ce serait génial. Peut-être aussi que je vais bosser mes muscles parce qu'il est très musclé. Ça marche. Alors moi, tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai demandé pourquoi le Japon. Tu m'as dit que ça venait du métal. Tu peux, voilà, nous Oui, raconter l'histoire. c'est effectivement pas la porte d'entrée la plus classique. En Non. général, mes élèves, ça va être les mangas, les animés, voire les arts martiaux. Mhm. Pour moi, ça a été la musique, en particulier le rock et le métal. Donc, c'est vraiment très spécifique. Et en fait, à mes 13 ans, j'ai découvert un petit peu par hasard la musique japonaise. J'ai vu un article dans un magazine qui parlait de ça. Et ensuite, j'ai une amie qui m'a fait écouter un groupe de métal. Et ça a été vraiment la révélation. Ce que je dis toujours, c'est que dans ma vie, j'ai eu deux coups de foudre, la musique japonaise et mon mari. Et les deux, ça a très bien matché et je les ai gardés l'un comme l'autre dans ma vie. Donc c'est vrai que ce qui m'a vraiment plu dans cette musique de base, c'est déjà le fait de me dire, mais attends, au Japon, ils font de la musique. Genre, il y a des groupes de rock, ça existe. Oui, ça m'a déjà ouvert un petit peu le champ des possibles Mhm. là-dessus. Et après, en fait, c'est vrai que ce sont des sonorités en termes musicales et bien sûr la langue, les paroles, dont on n'a pas du tout l'habitude. C'est pas des choses qu'on entend à la radio en France ou autre, surtout à l'époque. Donc voilà, ce côté original, ça m'a beaucoup plu. L'univers musical, la musicalité de la langue aussi, que je trouvais magnifique, ça m'a tout de suite attirée. Et je me suis dit, ok, là, c'est mon truc. Ça me plaît. Il faut que je creuse et il faut que je fasse quelque chose de ma vie en lien avec le Japon. Et tout est parti de là. C'est vraiment chouette. C'est improbable comme histoire, mais c'est vraiment génial. Improbable, le mot est là. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu penses que justement ce type de lien émotionnel un peu inattendu avec ce sujet, enfin le sujet du coup qui est le Japon, c'est une clé aussi pour qui entretient la motivation que tu as, bon, aujourd'hui, pas dans l'apprentissage, mais plutôt dans la transmission. Est-ce que tu penses que ça a un lien Ouais, 100%. Clairement, créer des émotions avec ce que tu apprends, c'est évident que ça booste ton apprentissage, ça booste la motivation. Et je le vois totalement avec mes élèves. Les élèves qui ont une vraie passion, quelle qu'elle soit, hein, elles sont toutes valables. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Mais du moment que tu as un vrai truc qui te plaît, qui te motive, ça va booster ton apprentissage. Et après, ça peut évoluer tout au long de ta vie. Moi, ma première raison d'apprendre le japonais, c'était effectivement la musique, pour comprendre les paroles, pour pouvoir éventuellement discuter avec mes artistes préférés à la fin d'un concert. Et entre-temps, ça a évolué. Après, ça a été pouvoir discuter avec des vrais gens dans un voyage, puis devenir une meilleure prof de japonais, et ainsi de suite. Très chouette, merci pour ce partage. Si tu devais casser d'entrée une idée reçue, on en avait parlé en pré-interview, sur toi ou sur ton métier, ce serait quoi? Alors sur moi et sur à peu près tous les passionnés de Japon et apprenants de la langue japonaise, c'est le fait qu'on n'est pas tous fans de manga déjà. Il y a plein de profils différents, même si évidemment le profil majoritaire ça va être le fan d'animé. J'ai des élèves qui ont 70 ans et qui sont passionnés d'ikebana par exemple, l'art floral japonais. Ils sont pas spécialement fans de manga et pourtant ils apprennent le japonais et ils s'épanouissent là-dedans. Et après, peut-être sur mon métier, le fait que comme mes cours sont 100% en ligne, on peut imaginer qu'il n'y a pas de lien humain et que c'est très informatisé et très froid, alors que pas du tout. Vraiment, ce que nos élèves nous disent, c'est qu'ils ressentent ce lien humain. Ils n'ont pas l'impression d'être derrière un écran, et c'est vraiment ça qu'on veut créer. C'est casser la barrière du numérique. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est aussi pour ça que tu es dans le jeu du web, parce qu'on a les mêmes valeurs de transmission, de garder l'humain au cœur du digital. Donc, OK, c'est chouette. Et tu nous as dit juste avant, voilà, tu as appris le japonais à la base, c'était pour traduire des paroles de chansons, pour pouvoir parler avec tes artistes préférés en sortie de concert. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à enseigner cette langue?
Ouais, et ben la passion de l'enseignement, puisque maintenant je peux parler de passion pour ça, Mhm. elle est venue petit à petit. J'étais pas du tout prédestinée enfin j'imaginais pas en fait être prof de japonais un jour. Quand j'ai commencé à l'apprendre, c'était vraiment pour moi. Et c'est venu petit à petit parce que, ben, au départ, dans mon entourage, j'ai des personnes qui m'ont dit, hé, Sophie, tu parles japonais, est-ce que tu pourrais m'enseigner les bases? Je serais curieuse d'apprendre. Je me suis dit pourquoi pas, mais je me sentais pas spécialement légitime, mais ça faisait plaisir, donc je me prêtais au jeu avec plaisir. Et finalement, bah, c'est là où je me suis découvert cette passion où en fait j'adore enseigner, j'adore expliquer aux gens comment fonctionne la langue japonaise, j'adore leur donner les clés, les outils pour pas passer par les mêmes galères que moi j'ai Mm. connues et toutes les frustrations et le temps que j'ai perdu voilà, avec certaines méthodes qui fonctionnaient pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est cette passion de l'enseignement, elle est venue du fait que j'ai envie d'aider les gens à faire mieux que ce que moi j'ai fait, plus facilement, avec moins de souffrance, plus Mm. efficacement, et prouver aussi que tout le monde peut apprendre le japonais. Oui. Oui, je n'en doute pas une seconde. Donc voilà, le but pour toi, ça a été d'offrir des raccourcis tout simplement aux personnes que tu Ouais. accompagnes et de le faire ben, dans la bienveillance et la bonne humeur. J'imagine aussi que quand tu as débuté, il y a peut-être des choses qui t'ont un peu effrayé, qui t'ont pas freiné, mais qui t'ont fait peur au moment où tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, au tout début, vraiment, que ce soit mes premiers cours particuliers ou même après, quand j'ai commencé à partager mes cours sur Internet, vraiment, ce qui m'a fait le plus peur et ce qui aurait pu me freiner, c'est ce sentiment d'être illégitime, de se dire, bah, en fait, je suis qui pour enseigner le japonais, le syndrome de l'imposteur, hein, on le Mm. connaît un petit peu tous. Et en fait, c'était ça. Je me disais, bah oui, mais bon, t'es pas native. Il y a des gens qui ont un meilleur niveau que toi, qui sont plus diplômés, qui sont plus ceci, plus cela. Sauf qu'en fait, bah, au bout d'un moment, moi, j'ai des choses à partager. Ces conseils, ils aident des gens. J'ai accompagné des élèves, mes premiers élèves, bah, à progresser en japonais, et je leur apportais des réponses à leurs questions. Et en fait, ça, juste ça, c'est légitime. J'ai ma légitimité d'enseigner le japonais. Et ce qui est génial avec Internet, c'est que maintenant, on peut choisir son prof. Donc, en fonction du profil de prof qu'on cherche, ben, on va pouvoir trouver ce qui nous correspond. Et en fait, il y a des gens qui se reconnaissent dans mon enseignement et dans mon approche. Et donc, c'est tout ça qui a cassé au fur et à mesure ce sentiment d'illégitimité et de syndrome de l'imposteur. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui a un peu peur de se lancer ou qui se lance et qui a ce fameux syndrome de l'imposteur pour l'aider à dépasser cette peur? Ouais. Et ben c'est qu'en fait, on a tous quelque chose à apporter, notre pierre à l'édifice, hein, vraiment, on a tous soit une expérience qu'on a vécue et il y a d'autres personnes qui vivent cette expérience-là et qui ne savent pas comment la dépasser. On a tous nos propres manières d'enseigner, de voir les choses et de faire ça à notre façon. Et donc, notre manière d'enseigner va correspondre forcément à au moins une personne. Et cette personne-là, si tu peux l'aider, ce serait presque égoïste de s'en priver. Ok, merci. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu nous as dit, bah, du coup, voilà, tu es passée du côté, enfin, tu étais apprenante, entre guillemets, tu es passée du côté formatrice. Qu'est-ce que ce changement de posture t'a appris sur la pédagogie? Sur la pédagogie, ben déjà que en fonction de qui tu es en face, tu ne vas pas enseigner la même chose de la même manière. Donc cette souplesse, on va dire, cette flexibilité de s'adapter aux différents profils, aux différents types de personnes, ça c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment sur le tas quand j'étais en cours particulier. Donc c'était génial d'avoir vraiment ben, plein de profils d'élèves différents. Ma plus jeune avait 12 ans et mon plus vieux avait 65 ans, donc forcément, c'est pas la même approche de la langue et c'est ça qui est génial. Donc ça, et puis ben, le fait aussi que j'ai pu prendre du recul sur comment moi j'ai appris le japonais et comment on m'a enseigné le japonais. Et c'est vrai que j'ai vécu un petit peu le traumatisme de l'université, la fac de japonais, où tu arrives en début de semestre et on te dit, ben voilà, ça c'était 300 kanji à apprendre, débrouille-toi avec ça. Comment je fais? Comment je fais pour mémoriser tout ça? Personne nous enseigne à mémoriser et à apprendre efficacement. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je me suis formée en mémorisation et en type d'apprentissage parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on t'enseigne à l'école.
Non, c'est clair, c'est clair. Et par rapport au digital, puisque du coup, ben, il y avait les cours particuliers, je ne sais pas si c'était enfin que présentiel ou si tu le faisais déjà en ligne. Je Comment faisais aussi sur Skype, ouais, tu faisais aussi sur les Skype, deux. ok. Ok. Et par rapport au digital, justement, ce changement de posture, il t'a appris quoi? Puisque ben, on en parlait de garder l'humain au cœur du digital en étant loin, entre guillemets, de ses apprenants ou de ses clients. Qu'est-ce que ça t'a, enfin, voilà, est-ce que ça t'a permis d'avoir des prises de conscience sur certaines choses et si oui, lesquelles? Oui, bah, c'est vrai que la formation depuis ses débuts a beaucoup évolué entre bah, la version 1 quand j'avais mes premiers élèves en digital et maintenant, où on a plus de 4000 élèves qui l'ont déjà testé. Donc, ce que ça m'a appris, bah, c'est déjà à faire évoluer mon produit en fonction des retours des élèves, leur fournir vraiment le meilleur accompagnement possible et répondre à leurs besoins, parce que c'est eux qui l'utilisent au bout du compte. Mhm. Et donc c'est vrai qu'entre la V1 et maintenant, il y a beaucoup plus d'accompagnement, il y a beaucoup plus de corrections individuelles. On a mis en place des ateliers pour pratiquer en direct le japonais. Et tout ça, justement, c'est né du besoin d'avoir plus d'humains, de contact et de pratiquer le vrai japonais, en fait. Pas juste apprendre tes phrases et les recracher, c'est très bien, mais Ouais, en fait, c'est pas comme ça que tu vas progresser. c'est clair. Donc ouais, rajouter plus de ludique aussi. On a rajouté tout un port de gamification qui plaît énormément à nos élèves. Surtout le côté très mignon japonais. On a fait des petits personnages Mm. tout mignons et tout. Donc ça, Ouais, ça plaît beaucoup. j'imagine que l'environnement, il doit être carrément top. Et je sais que tu m'avais parlé la dernière fois qu'il y avait en plus des... Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail de la méthode que tu as créée, mais je crois savoir que tu fais aussi des voyages immersifs au Japon. Oui, on fait ce qu'on appelle des voyages scolaires. Donc, il y a Ok. quelques élèves chaque année qui peuvent partir avec nous. On leur prépare un petit programme aux oignons et effectivement, on les embarque avec nous. Donc là, le but, c'est vraiment qu'ils aillent pratiquer sur place en immersion. On a des cours de japonais le matin et des activités l'après-midi avec des artisans, voilà, des Super. natifs. Ouais, ça doit être super chouette. J'imagine que pendant ton aventure entrepreneuriale, tu as rencontré des obstacles. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment demandé si tu allais continuer? Il y a un moment qui a été particulièrement difficile, alors qui m'a pas non plus fait douter au point de est-ce que je vais continuer ou pas, parce que dans ma tête, je n'arrête pas, ce n'est pas envisageable, parce que je kiffe ce que je fais et je m'épanouis là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, c'est normal comme dans tout parcours. Et moi, l'une des plus grosses difficultés à laquelle j'ai été confrontée, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que j'étais au cœur de tout dans mon entreprise. Tout passait par moi, j'étais le carrefour. Et si j'étais pas là, il ne se passait plus rien. Même si j'avais déjà une équipe, même si j'avais déjà délégué, j'étais vraiment le pilier central de l'entreprise. Et je me suis dit, mais là, demain, si je tombe malade, si j'ai un accident ou juste si je veux prendre des vacances, je ne peux pas. Donc, c'est vrai que là, ça fait 1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, mais une bonne année et demie qu'on a structuré l'entreprise. Donc, quand je dis on, c'est mon équipe et moi, pour justement éviter que tout repose sur moi et même juste pour la sécurité, tu vois, de l'entreprise, de l'équipe. Je veux pas prendre le risque que tout repose sur moi parce que ben, maintenant j'ai des salariés. Donc concrètement, si demain je suis à l'hôpital, je veux que eux ils soient tranquilles et que l'entreprise elle tourne. Donc c'est vrai que ce syndrome de je porte tout à bout de bras et tout repose sur mes épaules, ouais, ça a été la grosse difficulté. D'accord. Donc, ça fait 1 an et demi à peu près que ton entreprise a pris un tournant et que tu as décidé de ne plus travailler seul, en gros, c'est ça? J'avais déjà des gens dans mon équipe avant, mais tout passait encore par moi. Toutes les Ok. décisions, enfin en fait, je n'avais pas de process, hein, je ne savais même pas ce que c'était un process. Tout était dans ma tête et je déléguais juste des tâches. Et là maintenant justement, on a processisé, on a documenté, on a fait monter en compétence les gens dans l'équipe. Et donc là concrètement, toutes les tâches, on va dire de run, c'est-à-dire tout le quotidien de l'entreprise, se fait sans moi, ce qui Ok. était inenvisageable il y a encore il y a 2 ans quoi, vraiment. Mm. Ok. Et je crois savoir que tu t'es fait accompagner pour ça, ou du moins que tu as rejoint un super mastermind, j'imagine. Oui, alors justement, c'est la personne qui nous a permis de nous rencontrer, Romain Collignon, qui m'a accompagné là-dessus, puisque bah, ça fait justement 1 an et demi que j'ai rejoint son Mastermind 67, et c'est vraiment grâce à lui et grâce à Mm. la méthode qu'il a développée de structure, de structuration, qui voilà, ça a tout changé, quoi.
Ça a vraiment tout Ok. changé pour moi. Mm. Donc ça reste très important, même, enfin, et surtout quand son entreprise se développe, de continuer à se former, à mettre des choses en place. Enfin, j'ai envie C'est de dire que évident. c'est, voilà, hein, on est d'accord Ah, sur le c'est sujet. évident et à chaque niveau d'entrepreneuriat, tu as des difficultés différentes. Tes difficultés du début sont pas les mêmes que après, c'est normal. Ne pas rester seul et se faire accompagner par des gens qui sont compétents, qui vont justement te donner le raccourci, comme le Mhm. raccourci du japonais, bah, le raccourci de l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Ok, ok, bah merci pour tous ces partages. On va rentrer dans la méthode que tu as créée qui s'appelle Origami. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes clés de cette méthode et pourquoi ce nom? Oui, alors origami ou origami en japonais, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est l'art du pliage de papier à la japonaise. Moi, j'ai donné ce nom à ma méthode parce que j'ai développé une méthode qui est vraiment progressive et pas à pas. Donc, on t'emmène du point A au point B avec toutes les petites étapes à suivre entre-temps pour progresser pas à pas, sans se prendre la tête de savoir qu'est-ce que j'apprends ensuite. Et origami, bah moi justement, ça m'a parlé déjà pour bien sûr le clin d'œil au Japon, mais surtout parce que quand tu veux faire un pliage en papier, donc tu veux faire ton petit oiseau en papier, tu vas suivre un tuto. Étape 1, tu plies ta feuille en deux. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Et à la fin, tu obtiens ton joli petit oiseau. Si tu sautes l'étape 2 parce que t'as pas envie de la faire, parce qu'elle t'inspire pas ou t'as la flemme, que tu passes de l'étape 1 à la 3, ben, ton oiseau, à la fin, il aura une drôle de tête. Et clairement, c'est pas du tout le résultat auquel tu avais espéré. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ma méthode Origami. En fait, c'est tout simplement le fait de suivre la méthode pas à pas, sans sauter d'étape, pour obtenir le résultat que tu recherches. Et c'est pas parce que l'étape 2 elle te plaît pas que elle est optionnelle. Si elle est là, c'est qu'elle a son importance. Ouais, c'est clair. Et cette méthode, du coup, elle peut inspirer d'autres formateurs, même hors langue, puisque comme tu le dis, c'est vraiment une méthode bah, étape par étape. Et c'est très bien imagé avec l'origami oiseau qui peut ressembler à tout à fait autre chose. À une C'est tortue, ouais, à une tortue. Donc, ça n'a rien à voir. je le garderai en tête, cette image. Et pour rendre à César ce qui est à César, moi je me suis inspirée d'Olivier Roland qui parle de sa méthode IKEA avec Ok. donc vraiment le meuble que tu montes de A à Z. C'est pareil, mais moi je l'ai japonisé avec la méthode origami. Ok, bon, bah super. Et justement, qu'est-ce que tu fais dans tes formations que tu ne vois nulle part ailleurs aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que l'environnement d'apprentissage du japonais qu'on a créé, il part vraiment de ce que moi j'aurais aimé avoir et de ce que j'estime être l'essentiel et en même temps le plus exhaustif aussi. Je m'explique. L'essentiel parce que je fournis tous les outils à mes élèves pour qu'ils puissent être vraiment autonomes et ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et exhaustif parce que ça fait maintenant plus de 5 ans par exemple, pour les classes en ligne, je réponds à leurs questions. Donc, on a toutes les archives de toutes les questions qui ont été posées. Donc, ça fait plus de 1000 questions hein, à l'heure actuelle. Et donc, ça, si tu te poses une question, tu vas trouver la réponse là-dedans. Donc, tu n'en as pas fondamentalement besoin à tes débuts. Mais par contre, si tu te poses la question, elle est là. Et de même pour ce qui est des corrections personnalisées et des ateliers en ligne pour discuter en japonais, tu peux faire sans parce que c'est pas l'essentiel absolu, mais si tu en as besoin, c'est là. Donc c'est essentiel et c'est exhaustif à la fois. Et vraiment, je ne connais pas d'autres écosystèmes aussi complets que le nôtre pour apprendre le japonais en ligne. À ma connaissance, ça n'existe pas. Ok, et je pense que tu as oublié un autre point dont on a parlé tout à l'heure très rapidement, où on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans le détail, c'est la partie gamification. Parce que ça, Oui, la gamification, bon, tu le sais, c'est notre, c'est notre credo. Euh, ouais. mais justement, qu'est-ce que tu as mis en place au niveau gamification dans ta formation? Ouais, alors justement, ce qui plaît le plus comme outil, on a différents outils de gamification, mais vraiment celui qui fait un carton auprès de nos élèves, c'est les petits badges beaucoup trop mignons à collectionner en mode Pokémon. T'as ta liste de badges où tu vois lesquels tu peux débloquer. Donc pour les débloquer, il faut avoir répondu correctement à des quiz, il faut avoir fait telle et telle action. Donc ça déjà, ça leur donne trop envie d'aller faire Mm, leurs exercices jusqu'à ce qu'ils aient juste. Et on a aussi caché des badges secrets sur la plateforme. trop Donc bien. là, on donne pas d'indices. Il y a certains élèves qui se donnent un petit peu des infos sur le serveur Discord, mais sinon voilà, c'est aussi le but, c'est de récompenser ceux qui sont vraiment investis.
Donc ça cartonne. Après, on a aussi mis en place un petit carnet de route, donc sous format PDF que tu peux compléter au fur et à mesure. Mhm. Et pour le côté gamification, on a donné des titres. Donc, tu as 3 niveaux différents en fonction de si tu as terminé la leçon rapidement, dans les temps, ou bien si tu as pris ton temps. Donc, les trois sont 100% OK, hein, il n'y a pas de pression à avoir. Mais du coup, tu as un titre différent. Et du coup, c'est forcément en lien avec la culture japonaise et les élèves adorent. Ça Ça challenge challenge, beaucoup. ouais. Ouais. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui peuvent penser que la gamification infantilise le processus d'apprentissage? Parce que je te pose cette question, Ouais. parce que parfois, on a des personnes justement qui sont très intéressées par la gamification, l'interactivité, ils veulent faire les choses aussi de manière innovante et s'adapter au marché, mais ils se posent la question de savoir est-ce que voilà, ça va pas infantiliser le processus d'apprentissage? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Déjà, je pars du principe qu'on est tous des grands enfants. Je ne connais personne qui n'a pas envie de s'amuser et qui n'a pas envie de rigoler. Ou alors, j'ai pas envie de C'est travailler clair. avec ces gens-là. Mais non, enfin, on a tous cet amour du jeu. Rien qu'à voir les jeux de société, ça cartonne, c'est pas pour rien. Et pourtant, les jeux de société sont pas tous faits pour des enfants. Et je sais pas, en fait, c'est tellement plus fun de se rajouter des petits défis plutôt que de juste, bon ben, t'apprends ta leçon et point barre et t'as pas de récompense et t'as pas un enrobage un minimum fun. On n'est pas obligé de mettre des petites paillettes et des licornes partout, hein. On peut juste faire des quiz un petit peu sympas avec un design qui donne envie et rien que ça, c'est de la gamification. Donc non, je pense qu'il faut bah, se mettre à la place de son élève ou de son client et se dire bah, en fait comment moi j'aurais envie d'apprendre. Est-ce que j'ai envie d'apprendre de manière rébarbative, sobre, chiante, ou est-ce que si je rajoute un petit peu de fun dans ma vie, je m'en porte mieux? Bah je pense que oui. Mm. Je pense que tu as parfaitement résumé les choses et je partage à 100% ton avis. Je crois savoir que c'est la rentrée chez toi bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton lancement, ce que tu prépares et ce que tu as envie de transmettre à travers cette nouvelle session? Oui, donc c'est vrai que chez nous, dans Objectif Japon, notre formation pour débutants en japonais, on fonctionne en rentrée scolaire. C'est 3 fois par an. Et donc là, la prochaine rentrée, ce sera le 1er juin, du 1er au 6 juin 2025. C'est une rentrée scolaire sous le signe un petit peu de l'été, puisque ça va permettre à nos élèves de se lancer dans leur apprentissage pendant l'été, ce qui peut être une bonne période pour justement prendre du temps pour soi et pour ce qui nous plaît. Et c'est aussi le bon moment pour se lancer si on prévoit un voyage en 2026. Parce que évidemment, le japonais ne s'apprend pas en une semaine, on est d'accord? Il faut prévoir quelques mois à l'avance pour avoir un bon niveau en langue. Et bah, justement, quand on a plein d'élèves qui ont prévu d'aller voir les cerisiers en fleurs pendant le printemps ou Mm. les festivals pendant l'été 2026, en fait, c'est le meilleur moment pour se lancer. C'est maintenant. Moi, je crois que j'ai envie de partir au Japon, Allez, on Sophie. t'embarque! Et ce qu'on fera, vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'apprendre le japonais, vous pourrez retrouver juste en dessous de ce podcast le lien direct vers l'école de Sophie. Sophie, si tu pouvais laisser une capsule pédagogique à ouvrir dans 10 ans avec 3 conseils pour enseigner différemment, qu'est-ce que tu y mettrais? Hmm. Je pense déjà que je mettrai des conseils qui sont intemporels, qui sont valables maintenant, dans 10 ans et dans 100 ans, parce que l'humain en tant que tel, je pense, ne va pas changer tant que ça. Euh, du côté prof, du côté formateur, je pense que c'est important et sain de se remettre en question en permanence de se questionner, de se dire est-ce que c'est pertinent la manière dont j'enseigne et également se remettre aussi en question par rapport à ses élèves parce que ben, parfois on a des élèves qui ont des informations ou des connaissances que nous on n'avait pas et c'est OK parce qu'en fait on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, Prendre conscience que les élèves peuvent nous apporter autant que ce que nous on leur apporte. Donc c'est vrai que le côté aussi humilité qui est très important dans la culture japonaise, je pense que c'est très sain de rester humble. Ok. Le deuxième, c'est l'un de mes mottos dans la vie et c'est même l'une des valeurs de mon entreprise, c'est toujours faire de son mieux. Donc c'est l'un des accords Toltec, c'est toujours faire de son mieux. Toujours faire de son mieux, ça veut dire que ton mieux, il évolue d'un jour à l'autre en fonction de si t'as bien dormi, si t'as mal dormi, si t'es voilà, réveillé ou pas. Mais par contre, si tu fais de ton mieux, ça veut dire que ça vient du cœur. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, là sur le jour J, tu ne pouvais pas faire mieux et c'est OK. Ça vient aussi un petit peu couper court au perfectionnisme parce que faire de son mieux, ça veut pas dire faire parfait.
Mm. C'est OK, on a des jours avec et des jours sans. Donc, du moment que c'est sincère, je pense que en tout cas, c'est l'une de mes valeurs. Et le troisième, ben, vraiment se mettre à la place de son élève dans le sens où tu n'enseignes pas pour toi, tu enseignes pour les autres, pour eux. Et donc bien faire attention au syndrome de l'expert. Je vois vraiment beaucoup d'experts, de profs qui utilisent un jargon qui est Mm. imbuvable, où tu ne comprends rien. Ils s'adressent à d'autres experts, sauf qu'en fait, ben, nos élèves, en général, ce sont des débutants, ou en tout cas, il faut se mettre à leur place. Est-ce que là, mon explication, elle est compréhensible ou pas? Et voilà, faire attention à son discours. Ouais. Ok, super. Bah, merci pour ces 3 conseils qu'on garde et qu'on te renverra dans 10 ans dans la petite capsule intemporelle. J'ai Euh, hâte. Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, déjà sur mon site coursdejaponais.com avec des tirets entre chaque. Et bah, sinon, les réseaux sociaux sur lesquels je suis la plus active, c'est YouTube et Instagram. Donc, Sophie Cours de Japonais sur YouTube, Cours de Japonais com sur Instagram. Si vous tapez mon prénom, normalement, ça ressort sans souci. Et puis on mettra les liens, bien entendu, sous ce podcast. Avant qu'on se quitte, j'ai une toute dernière question pour toi. Sophie, si tu devais choisir un mot japonais que tu aimes particulièrement, qui porte une émotion, un état d'esprit ou une philosophie que tu aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Eh Et ben, pourquoi tu le choisis? je vais reprendre justement l'une de mes valeurs cœur, mais parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes élèves et que je me dis souvent, c'est justement ce fameux gambarimasu, gambatte kudasai. Donc le verbe gambarimasu, il représente ce concept de faire de son mieux, persévérer, faire de son mieux. Et c'est une valeur et une expression que les Japonais utilisent énormément, soit pour encourager les autres, soit vis-à-vis de soi-même. Donc gambatte kudasai, pour moi, c'est valable à la fois pour soi-même, pour les élèves, pour les autres entrepreneurs, et c'est simple, mais sincère. Eh ben, merci beaucoup. Puis c'est super joli à écouter, en tout cas, tu vois. J'avais jamais fait attention aux jolies sonorités. En tout cas, merci pour ce mot. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On espère que celles et ceux qui nous écoutent repartiront avec l'envie d'apprendre, de transmettre, pourquoi pas se mettre au japonais. Et c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le jeu du web. Un grand merci pour tous ces partages. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup, Ornella, c'était génial. À bientôt. À bientôt, matane. Vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle ou moi. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle journée. À bientôt.